Bonsoir mes amis, dans la vidéo précédente sur cette chaîne, la vidéo numéro 182, nous avons pris le temps d'entrer dans la pensée de Hegel et dans son œuvre La raison dans l'histoire. On a vu ensemble que l'histoire, pour Hegel, n'est pas un simple enchaînement d'événements, mais un processus guidé par une logique intérieure. Une logique qu'il appelle la raison, et qui n'est autre que le mouvement par lequel l'esprit se réalise à travers le monde. Autrement dit, l'histoire est rationnelle. Elle suit un sens, une logique interne. Dans cette vidéo 182, on avait posé les bases philosophiques nécessaires pour comprendre cette démarche. La conscience, la pensée, le concept, le mouvement dialectique, l'absolu, l'esprit. Et on avait vu que, pour Hegel, comprendre l'histoire, ce n'est pas seulement observer ce qui s'est passé, c'est surtout reconnaître une dynamique plus profonde, celle de la liberté qui se construit pas à pas. Ce soir, on entre dans le cœur de cet ouvrage, le deuxième chapitre, intitulé « La réalisation de l'esprit dans l'histoire ». Ce qu'on va explorer ensemble dans cette vidéo, c'est comment l'esprit, cette totalité du réel en mouvement, se réalise à travers les peuples et les institutions. Et comment, malgré les apparences de chaos, il poursuit son développement vers la réalisation et une conscience plus élevée de la liberté. On va commencer par rappeler comment se déploie un concept chez Hegel et ce qu'il entend exactement par esprit. Ça nous permettra ensuite de plonger pleinement dans sa réalisation dans l'histoire, notamment à travers les peuples. Avant de nous plonger dans le deuxième chapitre de la raison dans l'histoire, il est important de revenir sur deux notions fondamentales qui traversent toute la pensée de Hegel: le déploiement d'un concept et l'idée d'esprit. Ce rappel est indispensable pour bien saisir non seulement le deuxième chapitre, mais aussi l'ensemble de l'ouvrage. Chez Hegel, tout concept est un mouvement. Regardons ça de plus près. Un concept commence de manière immédiate. Il est là, sans recul sur lui-même. Puis progressivement, en se confrontant au réel, il se heurte à ses propres limites. Je veux dire par là qu'il entre en contradiction avec lui-même, ce qui le pousse à évoluer. Il se dépasse lui-même, en intégrant toute contradiction interne dans une forme plus riche, plus profonde, plus compréhensive de lui-même. On appelle l'ensemble de ce processus le déploiement dialectique. Dans tout concept ou système chez Hegel, la conscience est en germe. Elle est incluse dans le concept, dès le départ, même si elle ne sait pas encore qu'elle y est incluse. Mais une première question survient. Comment une conscience peut-elle se trouver dans une idée? Ou dans une pomme, par exemple. Pomme qui est aussi un système. Quand je dis que la conscience est en germe dans tout concept, dès le début de son déploiement, je veux dire par là que tout concept est pensable par la conscience. Autrement dit, assimilable par l'activité de pensée de la conscience. La pomme, bien sûr, n'a pas de conscience, mais elle est pensable. Autrement dit, accessible à la pensée, comme n'importe quel concept. Ça ne veut pas dire que la pomme est pensée ou connue dès le départ, mais qu'elle peut être saisie, comprise, intégrée par la conscience. Et donc, la conscience, en germe au sein de tout concept, peut constituer dans le futur un moment du déploiement du concept. Je dirais même plus, la conscience peut constituer deux moments dans le déploiement du concept. Premier moment, quand le concept devient compris par la conscience, ou plus précisément quand la logique de son développement, la loi du mouvement dialectique qui propulse le concept dans son déploiement, est comprise par la conscience. Quelles contradictions l'ont poussé à se dépasser?
comment il se dépasse, vers quel but il tend, etc. C'est un moment dans le développement du concept où cette loi devient comprise par la conscience. On dit que le concept est intelligible. La conscience comprend enfin la logique interne du concept, la dynamique qui le traverse. Mais la conscience se pense encore extérieure à ce qu'elle comprend. Elle imagine saisir un système comme à distance. Deuxième moment, il vient encore après dans le déploiement du concept. Le moment de la réflexion ou le moment réflexif. C'est le moment où le concept ne se contente plus de comprendre ce qu'il est, de se comprendre lui-même, de comprendre la loi de son mouvement dialectique, et ceci par le biais de la conscience. C'est le moment où le concept commence à se penser lui-même, à se poser comme objet de sa propre pensée. On dit que le concept prend conscience de lui-même. Ça signifie que la conscience ne se contente plus d'observer ou de comprendre ce concept comme quelque chose d'extérieur à elle, elle se découvre incluse dans ce qu'elle comprend. Elle en prend conscience. Et à partir de là, elle réalise qu'elle devient le lieu vivant dans le concept, où le concept réfléchit sur lui-même. La conscience réalise qu'elle est impliquée dans ce qu'elle comprend. Elle comprend qu'elle joue un rôle à l'intérieur même du concept. Et surtout, elle comprend que c'est en elle que le concept réfléchit. C'est à travers elle que le concept prend du recul sur lui-même, qu'il parcourt tout son cheminement. La conscience de soi est un moment dans le développement du concept qui lui permet de se regarder, de prendre du recul sur lui-même, de revivre tout son parcours. Et quand le concept prend conscience de lui-même, on dit qu'il devient réflexif, en plus d'être intelligible. Et c'est ce moment réflexif qui est pour Hegel le plus haut degré de vérité et de déploiement du concept. Quand un concept parvient par lui-même à se tourner vers lui-même pour se comprendre. Quand il réalise que sa vérité passe par sa propre compréhension et par sa propre conscience de lui-même, qu'il est lui-même ce savoir-là. À ce moment-là, le concept et la conscience ne se voient plus comme séparés. Le concept se pense en elle, et elle se sait comme lieu de ce savoir. Concept et conscience ne font plus qu'un. Pour bien comprendre ces deux notions de concept qui se comprend lui-même et qui prend conscience de lui-même, considérons comme concept la perte d'un être cher. Cette perte peut être vécue par étapes et de différentes manières propres à chacun. Le déni, la colère, la tristesse, etc. Personnellement, bien évidemment, je comprends la douleur et la détresse d'un parent qui perd son enfant. Mais cette douleur, bien que je la saisisse intellectuellement et émotionnellement, cette douleur ne me transperce pas entièrement. Du moins pas encore, parce que je ne suis pas encore moi-même parent. En revanche, la pensée de perdre ma propre mère me bouleverse encore plus. Je comprends cette pensée, mais plus encore. Rien que de la penser, elle me traverse, elle me déchire. Ma mère n'est plus que ma seule famille. Dans ce cas, ce n'est plus une idée que je comprends, mais une idée qui me secoue au plus profond de moi. Elle me parle depuis l'intérieur, en plus de la comprendre. Cette idée vit en moi. Je me reconnais en elle, et je me découvre comme le lieu même de ce savoir. Je sais que je suis ce savoir. Cette idée et moi-même ne font plus qu'un. Je ne fais pas que la comprendre, je suis devenu cette idée. Elle s'est faite conscience en moi. Mais attention, ces deux moments de conscience dans le déploiement du concept, je veux dire la compréhension de soi et la conscience de soi, ne se manifestent pas dans tous les concepts.
En réalité, ces deux moments ne sont nécessaires que dans les concepts liés à l'esprit, les concepts dits spirituels. La liberté, la volonté, le droit, la pensée, l'éthique, la religion, les modes de production. Dans ces domaines, en lien au déploiement de l'histoire et de la conscience, le concept n'existe pleinement que s'il se comprend lui-même. Mieux encore, quand il prend conscience de lui-même. Mais pour d'autres concepts, comme par exemple une pomme, une force ou un triangle, le développement peut rester purement objectif ou substantiel, sans que le concept ait besoin de se comprendre ou de se réfléchir. Un tel concept, lié à la matière, ne nécessite pas d'être compris, ni de prendre conscience de lui-même pour devenir pleinement ce qu'il est. Autrement dit, tous les concepts portent en eux la possibilité d'un moment d'intelligibilité ou de réflexivité, mais tous les concepts n'ont pas besoin de passer par ces moments pour exister pleinement. Chez Hegel, l'absolu est la totalité du réel dans son mouvement, c'est-à-dire la totalité du réel dans son état actuel et tout son développement qui lui a été nécessaire pour atteindre cet état actuel. L'absolu est donc le seul concept qui contient tous les autres concepts. Chez Hegel, l'esprit est l'absolu, mais avec quelque chose en plus. L'esprit, c'est l'absolu qui se comprend lui-même et qui est conscient de lui-même. Avant ça, l'esprit n'est qu'en devenir. Il se réalise dans l'histoire, dans la religion, dans l'art, dans la philosophie, dans les peuples, les institutions, etc. Et donc, chercher à comprendre la logique du développement historique, ce qui est le but de l'œuvre de Hegel, c'est chercher à comprendre comment l'esprit se réalise et dans quelle finalité. Nous l'avons vu dans la vidéo 182. Cette finalité, c'est la liberté universelle. Hegel rappelle aussi que l'univers comprend la nature physique. Mais ce qui nous intéresse dans cette œuvre, pour saisir la loi du mouvement historique, c'est surtout le vécu et le devenir des peuples, des civilisations, des conflits, des institutions. Hegel distingue donc la nature, le monde physique, déterminé et gouverné par des lois, de l'esprit, qui est le domaine de la liberté, du droit, de la conscience. Alors attention, la nature physique intervient elle aussi dans le mouvement de l'histoire universelle, mais Hegel y reviendra plus tard, au 4e chapitre, quand il traitera des conditions naturelles. Et donc pour l'instant, dans ce 2e chapitre, il nous invite à nous concentrer sur la substance véritable de l'histoire. Ce mouvement intérieur de l'esprit qui cherche à se réaliser à travers le monde humain, dans l'histoire des hommes eux-mêmes, dans leur existence concrète. Il faut comprendre que pour Hegel, ce n'est pas en dehors du monde et dans les cieux que l'esprit se réalise, c'est ici-bas et dans les peuples, dans les conflits, dans les idées, dans les œuvres et dans tout ce que l'humanité produit au fil du temps que l'esprit se déploie. En fait, le domaine de l'esprit, c'est tout ce qui suscite l'intérêt humain. L'esprit, c'est ce qui anime les actions des hommes, ce qui rend l'histoire vivante et orientée vers une finalité particulière, la liberté universelle. Et donc, ce qui compte, ce n'est pas seulement les événements eux-mêmes, ce n'est pas la surface des choses, mais leur signification profonde. Et comment la liberté se réalise à travers les événements. Penser l'histoire, pas seulement la raconter. Hegel va même plus loin. Ce n'est pas le sujet individuel qui importe, mais le sens objectif des actions humaines. En fait, ce qu'on doit chercher, ce n'est pas seulement ce qui s'est passé, mais ce que ça signifie pour le devenir de l'humanité.
Hegel va donc examiner dans tout ce deuxième chapitre la manière dont l'esprit se réalise à travers le monde humain, à travers les peuples, à travers les passions et les intérêts, à travers l'État, le droit, la religion, et à travers les grandes étapes du développement historique. Son but est de montrer concrètement, à travers des exemples tirés de l'histoire réelle, comment l'esprit se manifeste dans les faits. Aussi, que veut dire Hegel quand il parle de liberté? Comment cette liberté, qui est d'abord une idée, un concept, devient-elle une réalité historique? Et pourquoi certains peuples se maintiennent dans l'histoire alors que d'autres semblent décliner jusqu'à disparaître? C'est ce qu'on va maintenant explorer ensemble. À strictement parler, tant que la conscience n'a pas atteint la vérité absolue, il faudrait parler d'esprit en devenir, plutôt que d'esprit. Mais chez Hegel, le terme « esprit » désigne aussi ce devenir lui-même, cette totalité du réel en train de se réaliser et qui progresse vers la conscience de soi. Il en va de même pour la nature réflexive de l'esprit. Elle aussi se réalise et se manifeste progressivement. Elle n'est pas là d'emblée. Comme on va le voir, elle émerge peu à peu, à mesure que l'esprit se retourne sur lui-même et prend conscience de ce qu'il fait, de ce qu'il crée, de ce qu'il devient. Et donc, dans la suite de cet exposé, on utilisera le terme d'esprit plutôt que d'esprit en devenir, qui serait plus approprié, mais qui alourdirait l'exposé. Avant d'entrer dans les grands moyens par lesquels l'esprit se réalise dans l'histoire, Hegel insiste sur un point fondamental. Ce qui rend l'esprit unique, ce n'est pas simplement qu'il pense ou qu'il agit, c'est qu'il est lui-même l'objet de sa perception et de sa pensée. Au fil de sa réalisation, l'esprit devient pensée qui se pense elle-même, par le biais de la conscience. N'oubliez pas, plus un concept spirituel se déploie, plus il devient conscient de lui-même. Concept et conscience forment alors une unité. Ils ne font plus qu'un. C'est ce qu'on a vu. Et c'est parce que l'esprit en arrive à se penser lui-même qu'il devient autonome. Il faut comprendre qu'à ce moment décisif de son déploiement, l'esprit cesse de se penser tourné vers l'extérieur. Il réalise enfin qu'il ne s'est jamais cherché hors de lui. Il entre alors dans une activité réflexive, dans une conscience de soi. Et cette conscience de soi n'est pas un repli narcissique, mais la condition même du savoir absolu. L'esprit devient alors conscient de lui-même. La conscience de soi est le moment de déploiement le plus élevé pour un concept. Connaître l'objet de sa pensée et se connaître soi-même deviennent inséparables, puisque concept et conscience ne font qu'un. La conscience est incluse dans le concept, et désormais elle sait qu'elle y est incluse. C'est pourquoi l'esprit est dans une relation vivante à lui-même. Il se déploie dans un milieu qui est le sien, et non pas extérieur à lui. Il ne va pas chercher un contenu déjà là, tout fait. Non. Il crée son propre contenu, en se posant lui-même comme objet à penser. Pour bien comprendre, on peut illustrer ce phénomène par l'activité d'un philosophe qui ne se contente pas d'observer le monde, mais qui cherche à comprendre ce qu'est pensé. Et pour ça, il ne va pas chercher la pensée ailleurs, dans les choses ou dans l'expérience brute. Non, il réfléchit à l'acte même de penser. Il fait de sa propre pensée l'objet de sa pensée. Il la questionne, il se questionne. Et c'est ainsi qu'il produit un savoir nouveau, qui n'existait pas encore. Un savoir né du mouvement de la pensée vers elle-même.
C'est exactement ce que fait l'esprit, progressivement conscient de lui-même. L'esprit ne trouve pas son contenu tout fait. Il le produit en réfléchissant sur lui-même. L'esprit n'observe pas un monde extérieur comme un spectateur. Il crée du sens en se rapportant à lui-même, en réfléchissant sur ses propres formes, ses propres institutions, ses propres idées, en les repensant et en les réactualisant sans cesse. Et c'est ça qui fait que l'esprit devient libre. Il n'est pas contraint par une extériorité. Il est toujours chez lui dans ce qu'il pense, dans ce qu'il crée, dans ce qu'il comprend. Autrement dit, l'esprit devient autonome, libre, parce qu'il devient lui-même son propre objet, son propre contenu, son propre but. Comprenez bien, l'esprit ne reçoit pas passivement un contenu, mais il le produit dans une activité permanente de retour sur soi. L'esprit produit lui-même ce qu'il pense, ce qu'il comprend, à travers le mouvement dialectique. À chaque cycle de ce mouvement, dans une première phase d'extériorité, l'esprit produit du contenu historique, des peuples, des institutions, des événements, pour ensuite, dans une deuxième phase d'intériorité, revenir à soi et réfléchir sur ce qu'il génère. Ce mouvement, produire puis revenir à soi, se répète sans cesse. L'esprit produit à nouveau du contenu historique en réfléchissant sur lui-même, en réfléchissant sur ce qu'il produit, en étant lui-même l'objet de sa propre réflexion et de sa propre pensée, comme on l'a vu auparavant. Il faut donc comprendre que les événements historiques, les peuples, les formes politiques, les religions, ne sont pas simplement des faits, mais des expressions du mouvement dialectique de l'esprit. Un esprit qui s'extériorise, qui produit du contenu et du sens, puis qui revient à soi, qui prend encore plus conscience de lui-même. Un esprit qui progresse vers la liberté, à chaque cycle de son mouvement dialectique. L'esprit se produit donc lui-même à travers l'histoire, dans une dynamique réflexive. Et c'est cette nature réflexive, intérieure, autoportante, autogénératrice et de plus en plus libre que Hegel va maintenant développer dans les sections suivantes. Pour bien comprendre la nature de l'esprit, Hegel propose de l'aborder par son antagonisme, la matière. La matière est soumise à des forces extérieures. Elle est faite de parties séparées et juxtaposées, sans unité. L'esprit, à l'inverse, porte en lui sa propre unité. Il est centré, total, actif, autonome. Il ne cherche pas une unité hors de lui, car il est lui-même cette unité. Et c'est en ça qu'il est libre. Être libre, c'est pas faire ce qu'on veut. Être libre, c'est être dans son propre élément. Agir selon une loi qui vient de soi. L'esprit ne dépend pas d'un principe extérieur. Il pense, il agit, il se comprend dans l'élément, dans l'environnement qui est le sien. Et cette autonomie, cette capacité à se rapporter à soi, c'est ça, pour Hegel, la véritable définition de la liberté. La matière, quant à elle, est dépendante. Je veux dire qu'elle doit être poussée, mobilisée, sous l'action d'une force extérieure. L'esprit, lui, se meut par lui-même. Il crée son propre contenu. Il fait de lui-même son objet, comme on l'a vu. Et donc, il est libre, parce qu'il n'a besoin de rien d'autre que de lui-même pour exister. Mais l'esprit ne peut devenir vraiment libre que quand il a conscience de sa liberté.
Tant qu'il agit sans savoir qu'il est libre, il reste dans l'ignorance de lui-même. Il est encore esclave, non pas d'un autre, mais de lui-même. La véritable liberté de l'esprit n'apparaît donc que quand il sait qu'il est libre et qu'il agit en conséquence. Et ce savoir de la liberté, c'est ce que Hegel appelle la conscience de soi. C'est donc vers cette liberté intérieure totale que l'esprit se déploie. Hegel introduit une distinction décisive dans sa pensée, celle entre ce que l'esprit est en lui-même, en soi, et ce qu'il devient en prenant conscience de lui-même, pour soi. Pour bien comprendre, être libre, c'est une chose, mais savoir qu'on est libre, le vivre, l'éprouver, c'en est une autre. C'est ce passage de la simple existence à l'intériorité réfléchie, de la vie en elle-même à la pensée de ce qu'on vit et produit, qui constitue la transition de l'en-soi au pour-soi. On en revient à ce mouvement de l'esprit que j'ai présenté juste avant, entre extériorité et intériorité. Donc, pour bien comprendre, dans le mouvement de l'esprit, la phase d'extériorité, celle où l'esprit se manifeste dans les peuples, les événements, les institutions, correspond à un moment de l'en-soi. L'esprit agit, produit, vit, mais sans encore se saisir pleinement lui-même dans ce qu'il accomplit. Et la phase d'intériorité, celle du retour sur soi, de la réflexion, de la prise de conscience, correspond au moment du pour-soi. L'esprit réintègre ce qu'il a produit, le comprend, se comprend à travers lui et gagne en liberté, tout en prenant de plus en plus conscience de sa liberté. J'ai un deuxième exemple, pour bien saisir la différence entre l'en-soi et le pour-soi. Imaginons que vous êtes ami avec quelqu'un, mais au fond, ce n'est plus tout à fait de l'amitié, c'est de l'amour, ou plutôt un amour déguisé en amitié. Ce sentiment amoureux existe déjà, il se manifeste, il influence votre comportement, mais vous n'en avez pas encore pleinement conscience. Cet amour est donc là, mais il est en soi. Il existe, mais il n'est pas encore reconnu, pensé, intégré. Et puis un jour, vous réalisez ce qui se joue. Vous comprenez que c'est de l'amour. Vous voyez et vous revoyez les gestes, les regards, le trouble. Vous prenez conscience de ce que vous ressentez. Ce sentiment qui était seulement en soi devient pour soi. Il ne fait pas qu'exister. Désormais, vous savez qu'il existe. Vous l'assumez. Vous vous reconnaissez en lui. C'est ce passage vers la conscience de soi que Hegel décrit comme le moment du pour soi. Il en va de même avec l'absolu. L'absolu, la totalité du réel dans son mouvement, se réalise indépendamment de la conscience, indépendamment du fait qu'il soit compris ou non. Il existe, il avance. On dit que l'absolu est en soi. Mais quand ce même absolu se comprend lui-même, et quand il prend conscience de lui-même, par le biais de la conscience qui a toujours été incluse, ce n'est plus la même chose. Cet absolu devient pour soi. Cet absolu devient esprit. L'esprit, c'est l'absolu devenu pour soi. Mais précisons que l'esprit ne cesse de se réaliser, de se comprendre, de se former. Et la liberté se réalise à travers la réalisation de l'esprit. Esprit et liberté se réalisent notamment à travers les peuples, à travers leur histoire, leur culture,
leurs institutions. L'esprit dans l'histoire prend forme dans les peuples. Chaque peuple porte une manière particulière d'exister, de penser, de s'organiser, une manière d'envisager le droit, la morale, la religion, les institutions, et surtout une manière de comprendre la liberté. C'est pourquoi, dans l'histoire universelle, chaque peuple devient à un moment donné le porteur de l'esprit. Je veux dire par là que le peuple incarne une étape du développement de l'esprit dans le monde. Et donc, l'histoire du monde est pour Hegel le développement progressif de l'esprit, à travers des formes collectives successives, à travers les peuples. Et chaque peuple représente un moment de cette marche, mais un moment seulement. L'esprit passe donc de peuple en peuple. Il traverse les civilisations, il s'y incarne, puis il se retire pour aller plus loin. Et quand l'esprit se retire, le peuple décline. Ce retrait ne signifie pas forcément que le peuple disparaît, mais ça signifie que ce peuple cesse d'être porteur de la nouveauté historique. Quand je dis que l'esprit avance et va plus loin, je veux dire que l'esprit progresse pour avancer toujours plus dans sa conscience de lui-même, dans la réalisation progressive de la liberté universelle, et aussi dans la conscience de cette liberté qui est en train de se réaliser. N'oubliez pas, il y a l'en-soi, la liberté se réalise progressivement, c'est de l'ordre du vécu, et le pour-soi. L'esprit prend progressivement conscience de cette liberté qui se réalise. Il prend progressivement conscience de ce qu'il vit. Et c'est précisément ce que Hegel veut montrer maintenant. Comment la conscience de la liberté évolue dans le temps. Et comment elle constitue le véritable fil directeur de l'histoire. Selon Hegel, l'histoire universelle est le récit du progrès de la conscience, que l'esprit a de sa liberté. Mais attention, ce progrès de la conscience de cette liberté n'est pas linéaire. Il s'effectue par étapes, à travers différents peuples, et selon une logique interne. Hegel le démontre en commençant loin en arrière dans l'histoire. Il commence par les orientaux. Les orientaux ne savent pas que l'homme est libre. Ils croient que seul un homme est libre, le souverain, le despote. Les autres sont esclaves par nature. Et donc, leur monde est organisé sur le modèle de la soumission. Les Grecs, eux, font un pas de plus. Ils comprennent que quelques hommes sont libres. Mais cette liberté reste réservée à une élite. Elle ne s'applique pas à l'humanité tout entière. Et même chez les plus grands penseurs, Platon, Aristote, l'idée que tous les êtres humains sont libres n'existe pas encore. Il faut attendre les nations germaniques, selon Hegel, et plus précisément le christianisme, pour que cette idée nouvelle apparaisse. L'homme, en tant qu'homme, est libre. Mais cette idée ne se réalise pas immédiatement. Il faut du temps pour qu'elle pénètre les institutions, le droit et les mentalités. Ce long travail de réalisation de cette idée de liberté, c'est l'histoire du monde. L'histoire est donc, pour Hegel, le passage progressif de l'idée de liberté à sa réalisation concrète. Une idée qui, au départ, n'est qu'un mot, qu'un vœu, mais qui, peu à peu, devient système juridique, État, droit, constitution. L'esprit, à travers les siècles, travaille à faire de cette liberté non pas une abstraction, mais une réalité vécue. Mais aussi, au fil de l'histoire, la conscience que l'esprit a de sa liberté progresse. Cette conscience s'élargit, elle s'approfondit, elle passe d'un peuple à un autre, à mesure que les formes anciennes
se révèle trop étroite pour l'accueillir. Mais cette progression de conscience ne se fait pas sans rupture, sans disparition. Tous les peuples ne traversent pas l'histoire de la même manière. Certains incarnent pendant un temps une étape décisive du développement de l'esprit, et puis déclinent ou s'effacent une fois leur rôle accompli. Selon Hegel, chaque peuple, à une époque donnée, incarne une étape du développement de l'esprit dans l'histoire universelle. Les peuples ne sont pas de simples communautés ethniques, ils sont, à un moment donné, l'esprit en train de se réaliser. Chaque peuple porte ainsi un principe, une idée, une forme particulière de l'esprit. Ce principe est au départ obscur, enfoui, mais il tend à s'expliciter dans le temps, à devenir présent dans les institutions, dans la religion, dans les mœurs, la culture, les arts, le droit. Mais quand ce principe est pleinement réalisé, quand il a donné tout ce qu'il pouvait dans le monde, l'esprit de ce peuple a atteint sa fin. Il n'a plus rien à produire. Son action se fige. Il cesse d'être moteur dans l'histoire et l'esprit se retire de lui. C'est un moment où un peuple, ayant accompli son œuvre historique, entre dans une forme de vieillesse spirituelle. Il peut encore survivre, mais il vit désormais dans l'habitude, dans la répétition, dans la jouissance de ce qui a été. Il devient stérile. Il se fragmente en intérêts privés, en lutte interne, en routine. Il se dépolitise, il végète. Et même si ce peuple continue d'exister matériellement, il est spirituellement mort. Il est dépassé. Car l'esprit s'est retiré de ce peuple, désormais figé, pour germer ailleurs, sous une autre forme, dans un autre peuple qui, à son tour, portera un principe plus haut, une conscience plus développée. Ce passage d'un peuple à un autre n'est donc pas un simple enchaînement chronologique. Il obéit à une logique interne. C'est l'esprit qui, à travers les peuples, dépasse sa forme limitée pour aller vers une forme toujours plus consciente de lui-même. Chaque moment de décadence prépare ainsi une renaissance ailleurs. On avait d'ailleurs abordé le thème de la disparition dans la vidéo 182. C'est en ce sens que l'esprit se réalise dans le changement et la disparition. Pour résumer, on peut dire que chaque peuple suit à son échelle un mouvement en 3 temps. D'abord, il y a une idée, un principe spirituel, encore obscur, encore enfoui. C'est ce que Hegel appelle l'en-soi. Le peuple incarne déjà quelque chose de profond, mais sans en avoir pleinement conscience. Puis vient le temps de la réalisation. Le principe se manifeste dans les institutions, dans le droit, dans la culture. L'esprit devient concret, visible, actif. Et peu à peu, le peuple prend conscience de ce qu'il est, de ce qu'il accomplit. Il passe de l'en-soi au pour-soi, car il s'assume comme porteur d'un moment de la réalisation de l'esprit. Mais cette prise de conscience est aussi le début d'une saturation. L'idée a été pleinement réalisée. Il n'y a plus de dépassement possible à l'intérieur de cette forme. Alors l'esprit se retire et va continuer son déploiement ailleurs. Un autre peuple prend alors le relais, en reprenant l'héritage, mais aussi en y apportant une conscience nouvelle, une forme plus haute de liberté. Et ainsi se poursuit le grand mouvement de l'histoire. Mais si chaque peuple n'est qu'un moment appelé à laisser sa place, alors une question surgit. Vers quoi l'histoire tout entière se dirige-t-elle? L'esprit poursuit quoi exactement, en se réalisant dans tant de peuples, dans tant de cultures, d'institutions, de conflits?
Autrement dit, quelle est la fin ultime de ce mouvement? Chez Hegel, la fin ultime de l'esprit dans l'histoire, c'est la liberté. Mais pas n'importe quelle liberté. Une liberté pleinement réalisée. Une liberté objective. Une liberté consciente d'elle-même. L'esprit, nous dit Hegel, n'a pas d'autre objet que lui-même. Il est conscience, mais surtout conscience de soi. Il ne peut pas exister sans se rapporter à lui-même, sans se prendre pour objet. Et la fin ultime de l'esprit, ce vers quoi tout le mouvement historique tend, c'est cette pleine conscience de lui-même et de la liberté qui s'universalise. Mais cette conscience n'est pas donnée immédiatement. C'est pas quelque chose d'inné. C'est quelque chose qui doit se produire, qui doit se construire, se réaliser dans le temps, en passant par le monde, par l'histoire, par l'expérience concrète des peuples, des cultures, des conflits. Hegel appelle ce mouvement une médiation. Il veut dire que l'esprit ne se réalise pas d'un seul coup, mais à travers des étapes, en passant par des formes concrètes, par des figures collectives. Comme on l'a vu, chaque peuple exprime un moment de ce cheminement. Chaque époque est une étape dans cette marche de l'esprit, vers la pleine conscience de lui-même et de sa pleine liberté. Mais pour Hegel, cette liberté ne concerne pas directement les caprices individuels. Ce n'est pas la liberté de faire ce qu'on veut. Ce n'est pas non plus la réparation de nos blessures personnelles. L'histoire, selon lui, ne se soucie pas de nos douleurs privées. Elle avance selon des principes plus vastes. Et dans cette marche de l'esprit, les individus ne sont souvent que les instruments de ce qui les dépasse. Dans ce deuxième chapitre de la raison dans l'histoire, Hegel se demande aussi par quels moyens l'esprit se réalise dans l'histoire. Et ces moyens, comme on l'a vu, ce sont les peuples, et donc les hommes, et plus précisément les passions, les intérêts, les actions humaines, même les plus égoïstes. Hegel nous dit que ce ne sont pas les caprices, les bonnes intentions ou la morale qui font l'histoire, mais les passions. Les grands bouleversements historiques sont souvent déclenchés par des intérêts personnels, par des ambitions, des conflits. Ces passions sont utilisées par l'esprit pour avancer. C'est ce que Hegel appelle la ruse de la raison. Dans le mouvement dialectique de l'histoire, la raison se sert des passions des individus pour accomplir un but plus vaste qu'eux. Je veux dire par là que les individus poursuivent leur fin personnelle, mais ce qu'ils accomplissent sans le savoir, c'est souvent une finalité plus haute, un progrès de la liberté à l'échelle historique. Hegel insiste également sur le rôle des grands hommes, comme les rois et les empereurs. Ces figures historiques portent en elles le mouvement de l'esprit, très souvent sans le savoir. Elles sont les instruments de ce qui les dépasse. Et même si leur destin personnel est souvent tragique, elles incarnent un moment décisif de l'histoire. Pour résumer, les passions pour Hegel ne sont pas des faiblesses humaines à corriger, ce sont des forces vitales, nécessaires. Sans elles, rien ne bougerait dans l'histoire. L'esprit a besoin d'elles pour avancer. Mais les passions ne suffisent pas à elles seules. Ce qu'elles mettent en mouvement, ce sont aussi des structures, des institutions, et notamment l'État, qui joue un rôle central dans la réalisation de la liberté. Pour Hegel, l'État est la forme supérieure de l'organisation humaine, parce qu'il incarne une rationalité collective, une unité éthique, une institution où la liberté prend une forme concrète. Selon Hegel, l'État n'est pas une simple administration, c'est une concrétisation spirituelle
qui rend la liberté réelle. Et donc, l'esprit n'est pas seulement une idée ou un processus abstrait. L'esprit devient réalité à travers les peuples, à travers les institutions, comme l'État, mais aussi à travers le droit, la culture, et surtout par la conscience que l'esprit a de son propre développement, à travers le temps. Et c'est cette réalisation totale de l'esprit que Hegel a en vue tout au long de son analyse. Une histoire qui n'est pas un chaos d'événements, mais le développement rationnel d'un monde de plus en plus libre et de plus en plus conscient de sa propre liberté, en soi et pour soi. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout de cette présentation du noyau du deuxième chapitre de La raison dans l'histoire. On a tenté de comprendre ce que Hegel appelle l'esprit, cette totalité du réel dans son mouvement, consciente d'elle-même, qui traverse les peuples et les hommes pour réaliser la liberté, et qui prend progressivement conscience de cette liberté. N'hésitez pas à me faire part de vos réflexions ou de vos questions en commentaire. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne, dans une prochaine vidéo.